9h pile. Bienvenue aux courageux. Je vais parler d'un sujet inhabituel et plutôt neuf dans le domaine des addictions. C'est une nouvelle catégorie que je propose, l'addiction à la mort, sur base de l'analyse du djihad. Alors, il y a une phrase très significative prononcée par un djihadiste qui a provoqué l'attentat au marathon de Boston en 2013. Je suppose que vous vous en souvenez, un massacre d'une bombe déposée au milieu du public qui avait blessé des spectateurs et des sportifs. Et un des deux a été tué au moment même et l'autre a survécu, il est passé en procès, je pense. Et il y avait une phrase qu'il a dite très significative, c'est « Vous combattez des hommes qui voient le paradis dans le canon de vos fusils ». Donc il y a là quelque chose d'essentiel, ce n'est pas simplement de la bravade, il y a véritablement l'expérimentation de la mort comme une jouissance. Alors ça, c'est un phénomène qui doit nous interroger parce que je pense que ça échappe au sens commun. On voit aussi que c'est un phénomène épidémique. Il y a maintenant des milliers de jeunes Européens apparemment qui se trouvent en Syrie, prêts à combattre. Et donc je me suis demandé, j'étais frappé par cet état d'extase devant la mort, et je me suis demandé si ça ne pouvait pas être comparé à une des addictions sans substance, comme l'addiction au jeu, entre autres. Alors, pour étudier cette question, j'ai profité du fait que j'avais fait un travail sur Mohamed Merah. Je suppose que tout le monde se souvient à peu près de lui. C'est un jeune homme de 24 ans qui, à Toulouse, en mars 2012, s'est lancé dans une randonnée où il a abattu 3 militaires et 3 enfants et un adulte dans une école juive. Il a ensuite, quelques jours plus tard, été abattu dans son appartement après 24 heures de siège. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce siège, il a eu de longues conversations avec les policiers qui se demandaient un peu comment l'attraper, comment le calmer, et il a raconté un peu toute son odyssée. Et ça a fait un document de 170 pages qui est disponible qui est un document judiciaire, mais qui a fuité et qui est disponible sur le site de Libération. Et c'est une mine de renseignements. Alors, je ne montrerai pas la photo de Mohamed Merah, bien qu'elle ait apparu des milliers de fois, comme si on avait une fascination pour les assassins. C'est un personnage immonde et je me contenterai de montrer ses victimes, les 3 paras, les 3 enfants et le professeur de l'école. Alors, le travail que j'ai fait est publié sous forme de livre que j'ai ici. Ce n'est pas un livre psychologique, c'est plutôt une analyse politique et une enquête sur cette affaire complexe. Mais évidemment, en passant, je me suis intéressé à la psychologie de Merah. Et c'est de ça que je parlerai ici. Donc, l'état qui m'a frappé, c'est un état de dépendance à la mort, qui se caractérise par une fascination croissante. On a le sentiment que le sujet ne peut qu'aller plus loin, même si ça ne mène nulle part, exactement comme les héroïnomanes sans traitement, à l'époque où ces traitements n'étaient pas disponibles, qui allaient très souvent jusqu'à l'overdose, en sachant très bien vers où ils allaient. Alors, il pourrait donc s'agir d'un nouveau syndrome, parce qu'on ne trouve pas d'explication univoque. On ne peut pas dire, par exemple, que ce sont uniquement des jeunes défavorisés ou uniquement des idiots qui se laissent manipuler. Il y a vraiment toutes sortes de personnages différents qui tombent là-dedans. Et donc, ça fait intervenir de multiples variables psychosociologiques que j'ai essayé d'analyser. Alors, dans les facteurs psychologiques, j'ai voulu voir si le DSM-4 s'appliquait. D'abord, la notion d'abus.
qui se définit par les conséquences négatives d'une conduite. Et on sait que si au départ l'addiction concernait des substances, on est ensuite passé à l'addiction à des conduites comme le jeu, Internet ou le sport. Donc on peut se demander si la fascination pour la mort n'entre pas dans le cadre de ces conduites. Mera, par exemple, disait à plusieurs reprises « la mort est belle », il manifestait vraiment une attirance. Et son frère aîné décrit qu'il s'était mis à fréquenter les morgues pour aller observer les cadavres. Autre facteur psychologique de l'addiction, c'est la dépendance, qui se caractérise d'une part par l'accoutumance, le besoin d'augmenter la consommation. Or, on voit très bien dans le parcours de Mohamed Merah une vocation croissante pour le martyr. On voit aussi la prépondérance de cette activité. À partir d'un certain moment, il ne fait plus que ça. Il est enfermé chez lui et il passe des heures à faire des jeux vidéo avec mise à mort, un jeu dont j'ai oublié le titre, mais qui est assez connu. Il constitue un arsenal de guerre et il s'entraîne. Sans compter le fait qu'il est allé aussi recevoir une formation en Afghanistan et au Pakistan. Et autre caractéristique de la dépendance, c'est la participation réduite aux activités sociales, professionnelles ou récréatives. À partir d'un certain moment, il se désinsère et il ne fait plus que ça. Dans les autres facteurs psychologiques qui feraient partie de ce syndrome, il y a la dépression. Il est clair que Merah était d'humeur dépressive, qu'il avait une perte d'intérêt ou de plaisir pour toutes les activités. Et on peut aussi distinguer un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée. Il ne se sentait valable que s'il accomplissait le djihad. Les idées suicidaires récurrentes, puisqu'il parle régulièrement de sa propre mort, et l'insomnie et l'agitation est indubitable, puisque par exemple lorsque la première fois que les policiers ont essayé de l'arrêter, ils sont allés chez lui à 3 heures du matin sur la pointe des pieds en espérant le surprendre et il était parfaitement éveillé et c'est lui qui les a reçus par une fusillade. Alors, au sujet de la dépression, je ferai 2 remarques pour montrer la distinction avec une dépression plus classique. C'est que l'anédonie, l'absence de plaisir ici chez le djihadiste, s'accompagne d'une conviction que la mort est une jouissance supérieure à la vie. Donc, dans les envies suicidaires normales, la vie n'est pas nécessairement dévalorisée et la mort n'est pas valorisée, mais le suicide résulte d'un échec personnel. Les gens se suicident souvent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, à supporter la vie comme elle est. Donc, il n'y a pas la glorification de la mort qui suit. Alors, dans les facteurs psychologiques, il y a évidemment des troubles de la personnalité antisociale, une incapacité à se conformer aux normes sociales, impulsivité, irritabilité, agressivité. Donc toute l'enfance et l'adolescence de Merah est marquée par des passages dans des homes, des épisodes de violence incessants, répétés des centaines de fois à la maison et dans les homes. Plus personne ne savait quoi faire avec lui. Le mépris pour sa sécurité et celle d'autrui, il est flagrant. Et l'irresponsabilité, elle se traduit aussi par le fait que malgré tous les ennuis qu'il a eus avec la justice, avant même d'être majeur, il s'est toujours considéré, lui, comme la victime. Même si il agressait une vieille dame pour lui voler son sac et qu'il lui fracturait quelque chose, c'était sa faute à elle. L'absence de remords flagrante, évidemment. Alors ici aussi, on voit une différence entre le djihadiste et l'individu antisocial classique qui, en général, vise son propre intérêt. Or, ici, Merah n'a pas d'intérêt véritable. Il
il a l'impression de se sacrifier, au contraire, pour une cause qui le dépasse, quoi, contrairement à l'individu antisocial qui profite de toutes les causes éventuelles, les grandes causes. Alors, un facteur très très important aussi dans le cas de Mohamed Merah et dans le cas d'énormément de jeunes de culture musulmane, c'est la frustration sexuelle qui entraîne agitation, dépression, stress, anxiété. Et l'adolescence est évidemment une période critique. On voit Merah, à partir de l'âge de 14 ans, commencer à traiter toutes les femmes de putes, à casser la gueule à des femmes régulièrement. Il a crevé l'œil de la sœur d'un garçon qui le critiquait. Il avait vraiment des explosions de violence contre les femmes qui, évidemment, dissimulaient quelque chose. Et dans cette frustration sexuelle, et c'est pour ça que je parlais du groupe des jeunes musulmans, il y a des facteurs idéologiques et religieux. Le grand anthropologue Lévi-Strauss avait déjà remarqué à l'époque de Triste Tropique, ça doit remonter bien à 50 ans, il disait « Une franche conversation avec de jeunes musulmans enseigne qu'ils sont obsédés par le problème de la virginité prénuptiale et de la fidélité ultérieure. » Et un romancier pakistanais a écrit au sujet des mêmes jeunes qu'ils ont le sentiment qu'au paradis, ils pourront boire du vin ou avoir autant de partenaires sexuels qu'ils le souhaitent. Donc la récompense attendue est proportionnelle à la frustration ressentie sur cette terre. Donc cette frustration sexuelle est très imprégnée dans la culture. Il faut savoir que la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, constitue le 10e péché majeur dans la religion musulmane, dont la punition est éternelle. Elle est décrite dans des passages que je ne citerai pas ici, comme une torture permanente par des serpents, des scorpions, etc. Et donc le Coran lui-même dit « N'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin ». Et des imams décrivent la fornication de la manière suivante, pour être précis, la pénétration volontaire d'un pénis dans un vagin interdit, en l'absence certaine d'une union maritale, et ce, même s'il n'y a pas d'éjaculation. Et Merah parle de cette fornication. Il dit « J'ai voulu ». Il faut savoir que 3 semaines avant de mourir, alors qu'il savait parfaitement qu'il allait finir comme ça, sous les balles, il s'est fait organiser un mariage avec une jeune fille voilée qui est restée 3 semaines chez lui. Et son explication était « J'ai voulu me marier pour éviter d'aller faire la fornication avec d'autres femmes qui ne me sont pas permis », avec sa syntaxe. Et on sait par d'autres témoignages que finalement il est mort vierge. Donc ce jeune homme plein de libido et de violence n'a jamais eu de rapport sexuel à 24 ans. Alors, il y a aussi des facteurs sociologiques. Le fanatisme religieux, évidemment, qui entretient un enthousiasme pour une vie merveilleuse dans l'au-delà qui est abondamment décrite dans les textes musulmans, dans des vidéos aussi qu'on trouve sur le net, ou qui constituent de véritables clips publicitaires pour le paradis. Les convictions politiques sont évidemment très importantes. Par rapport à elles, la vie individuelle devient négligeable. Il y a cette fascination pour l'État islamique qui est vraiment vécue comme un fantasme. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de description de cet État. C'est un État simplement où tout serait parfait, comme dans le communisme de l'époque. Une espèce de transformation magique de la société. Tout à coup, ce sont les lois divines qui fonctionnent, comme si les intermédiaires humains n'avaient aucune importance. Et évidemment, c'est pour ça que ça ne marche pas très bien, parce qu'on ne peut pas s'en passer des intermédiaires. Alors, il faut se rappeler que ce n'est pas propre à l'islam, cette fascination pour la mort. On le trouvait aussi chez les franquistes qui proclamaient « Viva la muerte ».
Et autre facteur sociologique très important, c'est la manipulation. Il y a évidemment des gens très mal intentionnés qui manipulent des adolescents, qui attirent et qui manipulent des adolescents qui se sentent incompris dans leur famille, à l'école, au boulot, et qui plongent à ce moment-là dans le djihadisme. Alors, un écrivain a dit que les terroristes deviennent des pop stars, comme des pop stars que les garçons veulent imiter et les filles séduire. On sait aussi par des études épidémiologiques que le suicide présente un aspect épidémique. Les gens qui ont été en contact avec des suicidés ont plus de risques de se suicider eux-mêmes. Et on a connu des épidémies de suicide, notamment, dit-on, à l'époque de la publication des Souffrances du jeune Werther de Goethe et au moment de la mort de Kurt Cobain. Alors la culture joue un rôle important aussi, l'islam de nouveau principalement. Donc le philosophe Peter Sloterdijk, allemand, disait récemment « L'individu, c'est l'animal autobiographique ». Alors la bande dessinée martiale, je suppose qu'il veut dire par là les bandes dessinées de guerre, de combat, la bande dessinée martiale est en train de saper l'ancienne culture autobiographique. Donc les jeunes, enfin certains jeunes ne lisent plus des livres, mais ils lisent des BD violentes, avec, dans le cas du djihad, la promesse d'une mort précoce comme supplément d'âme. Je crois que cette remarque est importante, c'est-à-dire que pour des gens qui ne sont pas rentrés dans la culture occidentale, qui est donc une culture de l'individu, où notre propre vie est quelque chose qu'on essaie de constituer, qui est important, qu'on raconte, qu'on apprécie, dans la culture musulmane, il y a plutôt, ce qui est très très important, c'est l'Oumma, c'est la collectivité. L'Oumma, c'est d'ailleurs, au sens littéral, c'est la mère. Il faut faire partie de la communauté avant tout. Et l'individualisme est moins prisé, en tout cas moins prédominant. Et donc c'est comme si un individu comme Mohamed Merah, pour se valoriser complètement, ne pouvait le faire qu'en mourant, quoi. C'est comme si l'autobiographie était complètement raccourcie. Donc, ce que je propose pour le prochain DSM-6, c'est quelque chose comme ceci. L'addiction à la mort est un trouble caractérisé par la conviction que la mort est supérieure à la vie, accompagné du désir de passer à l'acte. Il est lié à des facteurs psychologiques et sociaux. C'est une entité spécifique située aux confins de plusieurs diagnostics, dépendance, dépression et personnalité antisociale, avec une composante de frustration sexuelle. Et pour conclure, je dirais que c'est un problème important, pas du tout négligeable, qui ne se réduit pas au cas individuel de Mohamed Merah. Il y a maintenant des centaines, des milliers de jeunes qui sont attirés par ce phénomène. Et il faut s'intéresser à la prévention et au traitement. Et d'ailleurs, pas mal de psys le font déjà. Il y a eu l'année passée un colloque de psychanalystes à ce sujet. J'ai lu un très intéressant ouvrage avec une équipe qui travaille avec Serge Effez, concrètement sur la déradicalisation de djihadistes ou de futurs ou d'ex-djihadistes qui utilisent les médicaments, la psychothérapie, la thérapie systémique et les groupes d'entraide. Voilà, je vous remercie. On a du temps pour des questions. Bonjour. Dans le concept d'addiction, moi, ce qui me fait penser en premier, c'est la souffrance du sujet avec la volonté d'arrêter un comportement qu'il ne peut pas maîtriser.
Un comportement qui? Qu'il n'arrive plus à maîtriser la perte du contrôle de comportement, la souffrance du sujet, avec l'envie d'arrêter un comportement qui au début lui procurait plaisir et puis qui à un moment voilà, entraîne des conséquences négatives. Et malgré ces conséquences négatives, il y a une volonté d'arrêt exprimée par le sujet qui est impossible. Et je me demande où on peut le retrouver dans ce thème-là, voilà, dans ce thème que vous proposez, quoi. Alors, oui. C'est une bonne question. Alors probablement, évidemment, ce qu'on a comme document sur Mohamed Merah, c'est le moment où il est au sommet de sa carrière et il se vante, quoi. Il se vante devant les flics, il est assiégé, donc il n'y a pas beaucoup de repentance. En regardant les choses de plus près, on peut voir qu'avec certaines personnes, il avait peut-être un discours moins sûr de lui et que certainement il devait se rendre compte que quelque chose n'allait pas, qu'il aurait bien, au fond, tout son ressentiment vis-à-vis de la société. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand il a 18 ans, il est condamné pour un vol de... Lui, il décrit ça comme un vol de sac à main. En réalité, il a renversé une vieille dame pour lui arracher son sac. Et le procureur demande 9 mois et il ramasse, je crois, 15 mois de prison, plus toutes les condamnations qu'il a eues comme mineur et qui étaient en sursis. Mais ça, c'est une chose qu'il ne comprend pas, donc il pense... Et alors, il dit, la France m'a maltraité, je vais me venger. Et donc, je pense que le ressentiment qu'il a, c'est une manière de dire, si on n'était pas si méchant avec moi, je ne ferais pas ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a une volonté d'arrêter, mais il n'y a pas de sortie. Exactement comme l'héroïnomane dit, j'arrêterai si, et si, et si. Non? C'est-à-dire? Excusez mon français. Je crois que les patients ne vont pas arrêter s'il n'y a pas une situation très grave. Ils vont continuer comme ils ont commencé. Pour une année ou des années, dans l'addition, la situation is good, is not malheureuse pour le patient. C'est quand la situation est compliquée, physiquement ou dans la famille ou dans le travail, alors il y a la préoccupation et il veut arrêter. Mais si vous pensez à les patients dans la méthadone, vous pouvez noter qu'il veut non avoir l'abstinence, le syndrome d'abstinence, mais il continue to use l'usage de l'héroïne dans les week-ends ou pour some important moment pour eux. So I think that to say je pense que dire seulement que les patients veulent toujours arrêter la dépendance, ce n'est pas consistant avec la clinique de l'addiction. Mais juste une remarque là-dessus. On peut dire que, effectivement, en parlant avec des héroïnomanes, on voit qu'il y a en permanence une velléité d'arrêter. Une velléité d'arrêter, qui s'exprime par « dès qu'il y aura ceci, j'arrête »,« dès que j'aurai retrouvé mon copain, j'arrête »,« dès que je serai en vacances, j'arrête », etc. « Dès que j'aurai un boulot, j'arrête ». Et j'arrête quand je veux aussi, tout en sachant que c'est absolument faux. Et au fond, pour Mohamed Merah, comme exemple, il arrête dès que c'est l'État islamique, quoi, voilà. C'est tout. Simplement, son but est tellement loin que c'est impossible d'arrêter.
Je voudrais donner 2 éléments de réflexion sur ce problème. Bon, d'abord, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'addiction à la mort et l'addiction au risque. Enfin, plus exactement. On a beaucoup travaillé à un moment donné sur la notion de risquer la mort, c'est la belle vie. Bon, c'est le risque de la mort, c'est-à-dire toute l'émotion que ça peut donner d'approcher tout ce qu'on avait travaillé à cette époque-là, avec tout ce que ça peut donner comme sensation à la personne de frôler. Bon. Je peux faire une parenthèse? Une parenthèse avant que tu continues. Merat roulait à grande vitesse sur des motos, des voitures, etc. Donc il a connu ça. C'est ce que je voulais te dire, oui, c'est parce que tu ne l'as pas mentionné dans ton observation. Et il avait ces prises de risque. D'ailleurs, c'est ce qui a été médiatisé beaucoup à la télévision. On le voit faire ces circuits. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une première dimension qui est psychopathologique, qui n'est pas l'addiction, mais qui conduit à ça. Bon, ça, c'est la première réflexion que je voulais donner. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans la suite des événements. Alors après, deuxième chose, c'est la discussion qu'on a eue hier soir sur le parallèle à faire avec le patriarche, avec les communautés thérapeutiques qui fournissent à ce genre de personnes-là exactement les mêmes conditions que pourrait fournir cette cité dont tu parles là. Voilà. Et moi, les garçons comme Merat, je les vois tous les jours, puisque je les ai à Bagneux. Donc j'en ai des Merat bis, j'en ai vu beaucoup. Et les discussions qu'on a avec eux, c'est justement de les ramener dans la réalité, de rediscuter des possibilités, de leur expliquer que quand moi je les soigne, ben, je suis payé par l'État, et que je peux très bien fermer la clinique et puis ils iront se faire soigner ailleurs. Donc l'État n'est pas si mauvais que ça. Et ça suffit à ramener les gens dans la réalité. Il suffit de dire ça. Le système social permet une écoute, une offre. Et bon, ça, c'est un élément par rapport au traitement qu'on donne tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure. Deuxième chose, je suis très frappé que les garçons qui sont passés par le patriarche, et j'en ai encore en charge, qui ont 50 ans, 55 ans, ne sont toujours pas déconditionnés du patriarche. Et on met un temps, mais des années et des années, à ramener ces gens-là dans une relation normale. J'en ai encore un qui passait par la fenêtre l'autre fois pour rentrer chez le travailleur social, à 50 et quelques années, c'est complètement fou, pour obtenir je ne sais quoi, parce qu'il avait les droits. Et ce qui lui restait du patriarche, c'était cette espèce d'image idéale d'une petite communauté où tout était permis, et notamment le droit de cuissage. Et donc ça n'existe pas uniquement dans la religion musulmane, ça existe aussi dans des communautés. Le patriarche était laïque, hein, même s'il se présentait comme quelque chose de religieux. Ça existe aussi dans des groupes qui se sont auto-organisés de cette façon-là, qui ont été tolérés par notre société, comme peut-être on a toléré. Ça, c'est un deuxième point qu'il faudra qu'on discute. C'est pourquoi on a toléré ce type de pratique. Et j'en termine. Du patriarche, tu veux dire? Ben, les deux. Oui, ça, on sait très bien pourquoi. Oui, oui. Les deux, parce que je pense que le parallèle peut être mené. Et le jour où on a décidé de fermer le patriarche, moi je me souviens très bien de la discussion avec les autorités, on était bien embêtés pour savoir ce qu'on allait faire de ces garçons qui avaient été pris en main de cette façon-là. Moi j'arrête là parce que ce serait... Je ne veux pas monopoliser la parole. Voilà, c'est un peu... Fermer les mosquées salafistes, c'est une autre paire de manches, hein? Ah, je ne sais pas. Moi, je pense que, à tous les cas, à Bagneux, on sait qu'il y a une mosquée qui est liée au trafic de drogue, oui, bien sûr, et au trafic d'armes. Ça, on le sait parfaitement, oui. On le sait, mais elle n'est pas fermée. Mais le gros problème, c'est qu'il faudrait aider les musulmans modérés à critiquer les musulmans extrémistes. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils se basent sur le même texte et les extrémistes trouvent dans le texte ce qui les intéresse, de même que les modérés, mais les modérés n'ont pas le droit de critiquer le texte. Alors, il y a une difficulté de critique interne qui se reflète par une difficulté de critique externe parce que la société occidentale n'ose pas non plus critiquer l'islam. Alors du coup, il n'y a rien qui bouge, quoi. Didier, tu parles du patriarche parce que tu es intervenant en toxicomanie, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent aux sectes, au développement des sectes, je ne sais plus quoi, les cinglés du Temple du Soleil qui ont fait des suicides collectifs, la société ne le tolère jamais.
Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne le voit pas et elle s'en offusque et c'est branle-bas de combat quand le drame arrive. Or, il y a dans les groupes de gens qui acceptent le suicide collectif, y compris en empoisonnant leurs gosses, etc., t'en as un certain nombre qui résistent quand même, qui ne sont pas dans le même créneau que Mohamed Merah, toute proportion gardée, et d'autres, au contraire, qui sautent à pieds joints. Mais ça a été étudié aussi, mais je crois qu'il faudrait rapprocher aussi ça des attitudes sectaires. C'est pas n'importe qui rentre dans une secte, il vit à la façon fusionnelle avec le gourou, passe dans le lit pour les filles du gourou dès l'âge de 12 ans ou 10 ans, comme on a vu beaucoup dans les faits divers. Moi, je me suis intéressée à ça un certain nombre de fois, et voilà. Ok, la grosse différence, c'est que quand on parle de secte ou du patriarche, on parle de tout petits groupes, et ici, on parle d'une communauté qui fait 2 milliards de personnes, quoi. Donc, c'est un peu plus lourd. Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille en pédopsie, je suis addictologue, mais justement, donc, ça m'intéressait parce que vous parliez de personnalité antisociale, mais avant la personnalité antisociale, il y a une construction d'un enfant avec des carences éducatives, des carences affectives, probablement ce qu'on appelle, mais c'est mon grand dada, le TDAH, le trouble déficit de l'attention, avec un TOP, ou qui se transforme avec des troubles des conduites, etc. Et je pense que si on peut peut-être changer des choses à petit niveau, parce qu'on ne va pas tout changer la société, et malheureusement l'islamisme, et puis ce qu'on voit aujourd'hui de parcours chaotiques de ces migrants qui arrivent en Europe, ça va être compliqué à gérer aussi. C'est peut-être d'avoir un œil aiguisé sur cette psychopathologie qui est en train de se construire sous notre nez, et de favoriser les lieux possibles avec un environnement riche, parce que c'est l'environnement qui va peut-être infléchir des parcours, parce qu'en fait, l'islam propose un cadre à des gamins qui sont perdus, et quelque part, bon, alors après, ça ne veut pas dire que je cautionne, hein, mais que on est quand même au plan sociologique, dans un manque de cadre total, ou en difficulté en tout cas. Je peux répondre? Ouais. Alors là, le cas de Mohamed Merah est intéressant aussi, parce qu'il a vraiment épuisé toutes les possibilités d'aide psychologique et sociale qui soient. Il y a des dizaines de psychologues, de pédopsychiatres, etc., qui se sont intéressés à lui avec empathie. Il y a des rapports où on dit c'est un enfant doué qui risque de mal tourner, etc. Et rien ne lui a convenu, rien du tout. Dans tous les endroits où il a été, il a cassé les trucs, il a cassé la gueule à des éducatrices. Il y en avait une qui voulait vraiment... jusqu'au dernier moment, croire en lui, il a fini par lui casser la gueule. C'était terrible. Il y a quelque chose de... Donc, on comprenait ce qui se passait, mais il y avait une espèce de délitement total, comme ça, dans la famille. Le père était... mais le problème, c'est que c'est très récurrent. C'est pas un cas isolé, Mohamed Merah. Didier dit qu'il en voit plein, et je sais plus quel humoriste l'a dit, des Merah, j'en vois des centaines et des milliers. C'est un très grave problème social qui ne semble pas récupérable par la psychothérapie, quoi, malheureusement. Mais j'ai connu un de ses petits camarades, puisque je l'ai soigné pendant quelques mois après l'incident où Merah est mort, parce qu'il était avec lui et ils étaient dans la même mouvance. Et puis ce qui est amusant, c'est que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, donc 15 ou 20 ans après. Je pense que
on est sur, enfin, me semble-t-il, ce qui est au fond de, et je crois que ça a été un peu dit, on est sur un problème de enfin, disons, d'absence de reconnaissance pour ces personnes de ce qui serait juste pour eux. Il y a une revendication d'une déconnexion entre la société et ce qu'ils vivent comme justice. Et c'est ce qu'on retrouve, enfin je veux dire, là en l'ayant revu, sur son comportement en prison, on était à peu près dans le même genre de choses. Et je dirais que on est confronté à la même chose qu'on peut avoir aussi dans certaines situations suicidaires, c'est-à-dire que les gens se représentent, quand ils se représentent comme étant présents après leur mort, en regardant les conséquences de ce qu'a entraîné leur mort. C'est-à-dire en disant, ils se voient, et c'est ce qu'on a par exemple, quelqu'un qui a un problème de grève de la faim ou qui passe à l'acte parce qu'il y a des problèmes avec son juge, l'idée c'est, je meurs et ça sera quelque chose qui sera sur la tête du juge qui va le supporter, etc. Et bon, comme le disait Didier, il y a des choses qu'on peut expliquer, notamment que si les juges faisaient attention aux gens qui se suicident parce qu'ils ont mis des gens en garde à vue, la justice ne fonctionnerait pas comme elle juge. Donc je ne me prononce pas parce que c'est une dimension à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que fondamentalement, pour une partie non négligeable des personnes que je rencontre qui sont dans cette situation, je pense qu'il y a cette confrontation à une situation personnelle injuste, une revendication sociale pour quelque chose qui serait reconnu, et puis il y a quand même une chose qu'on a beaucoup de mal à, je dirais, enfin pour un certain nombre d'entre nous à intérioriser, c'est la croyance au fait qu'il y a une vie après la mort. Et ça, c'est quand même un élément qui, me semble-t-il, n'était pas présent comme ça il y a 20 ans, mais qui est dans les choses, en tout cas telles qu'on les présente actuellement, comme des choses possibles. C'est-à-dire qu'on peut réellement assister à ce qui va se passer peut-être après. Mais en tout cas, je pense que la partie de... disons, et c'est ce que disait Didier par rapport à ces interventions, la possibilité de faire comprendre que la loi ne cherche pas à être juste, que la justice se situe ailleurs et de la relation dans la société est certainement un élément important. Mais dans quoi c'est vrai que je ne me prononce pas sur cette partie addiction que je n'ai pas ressenti comme ça dans ma clientèle, mais qui n'est pas... Mais je pense que pour Mera, la loi n'avait aucun sens. C'est un truc avec lequel on joue. Il n'y a de loi que d'Allah, etc. Tout le reste, c'est du baratin pour lui. Et donc, c'est très difficile de le ramener à la réalité. Et j'ai pas l'impression qu'il avait un désir de vengeance par rapport aux juges, aux éducateurs, etc. Parce qu'il savait très bien qu'ils se foutaient de leur gueule. C'est clair dans son discours. Non, son but, c'est, comme tu dis, le paradis. C'est ou l'État islamique ou le paradis. Voilà, c'est tout, quoi, ou rien. Et ça, ces deux choses-là sont vécues avec une telle intensité que la réalité n'a plus de prise, vraiment. Et notamment, cette question du paradis, je trouve que ça devrait être examiné. Je me demande si c'est une chose... Par exemple, toutes les religions évoluent. Donc, dans la religion chrétienne, le paradis joue aussi un rôle, mais est-ce qu'il est encore tellement présent dans la mentalité des gens? Est-ce qu'il est présent concrètement? Est-ce que ce n'est pas simplement une notion vague qu'on va être sauvé, mais on ne représente pas les choses des fontaines et des oiseaux et des jeunes vierges, etc., qui sont sans arrêt ressassés dans le discours islamiste actuel, quoi. Ouais. Et l'État islamique, ça fonctionne un peu comme le communisme pour les militants gauchistes il y a 50 ans. C'est cette espèce d'impression magique que tout va aller d'un seul coup, quoi. Bien, ben, encore, je pense que... Un commentaire aussi sur ce que je vois quand ces garçons-là sont sur Internet. Parce qu'on avait installé, nous, un petit ordinateur et un accès libre à Internet juste devant mon bureau, et devant le bureau médical, et on voit ces garçons, et ça, je pense que c'est nouveau
parce qu'il y a une diffusion en bande sur des sites qu'on ne connaît pas bien, d'images de meurtres, de morts, tous ces passages à l'acte-là ont été filmés, passent en boucle. Ils sont dans un autre monde. Ils rentrent dans cette là, et quand on regarde et que je vais reparler avec eux quand ils sont imprégnés de ces images, je vois l'influence de ces images au niveau psychologique. Donc, enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant. Je pense que les choses sont plus complexes et méritent qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on diffuse et ce qu'on laisse diffuser comme image, ce qu'on laisse comme influence se faire. Et je ne pense pas que ce soit qu'un problème idéologique et qu'on puisse faire le parallèle avec ce que tu viens de faire. Ce ne sont pas des choses qu'on peut empêcher, ça existe. Il y a la liberté de la presse, il y a la liberté d'Internet. Non. La liberté de la presse, c'est une chose. Non, mais Internet, c'est une liberté beaucoup plus importante. Non. Il y a un travail à faire avec... On peut reprendre les choses quand les gens regardent ces images. Il y a un accompagnement à faire. Et il y a, dans nos équipes, dans les gens qui sont... ou les différentes personnes qui entourent ces jeunes, toute une sensibilisation à faire sur ces questions-là, parce que ce n'est pas fait, ce n'est pas pris en considération. On donne, quand ces jeunes sont sous cette influence-là, on ne se rend pas compte de l'impact. Effectivement, ils reviennent, et ce n'est pas repris par le professeur des écoles, l'éducateur, le travailleur social. C'est toute une vigilance qu'il faut mettre en place, et qui pose d'ailleurs le problème plus largement de l'influence des médias actuellement. Parce que ça fait partie de toute une... Je pense que c'est important dans les facteurs déclenchant ce type de situation. Mais ces scènes de violence ne sont pas très présentes dans les médias. Par exemple, si on veut retrouver les scènes de massacre de Daesh, etc., il faut vraiment chercher beaucoup. C'est presque introuvable. Non, mais ils les ont. Donc je peux te dire qu'ils les ont en boucle. C'est comme la pédopornographie, c'est pas facile d'en trouver. Il faut vraiment être dans... Ils les ont en boucle. Je sais. Donc ça, c'est quand même un problème. Bon. Bien, je sais.